Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, nous allons commencer le conseil de négociation fonctionnaire, donc par webinaire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous entendiez les extraits des conseils de négociation fonctionnaires et ouvriers qui se sont tenus lundi et mardi dernier. Comme promis, on vous revient aujourd'hui avec l'offre patronale ainsi que la décision des conseils de négociation sur ce qu'on allait faire avec cette offre-là. Bonjour Maryse. Hey, bonjour Julien. Donc, on a eu des conseils de négociation hier et avant-hier. On le sait que les membres veulent connaître l'offre qu'on a reçue et évidemment les décisions des conseils de négociation. Mais comme dans toute bonne série, on va maintenir le suspense encore quelques minutes, maintenir l'attention de nos auditeurs. On pense qu'avant de présenter l'offre, il faut revenir un peu sur le déroulement de la négociation jusqu'ici, qui a quand même été assez extraordinaire en termes de négociation, pour bien comprendre le contexte dans lequel l'offre a été présentée par l'employeur et aussi le processus de réflexion de nos conseils de négociation qui les a menés à prendre la décision qu'on rendra publique un petit peu plus tard. Parfait. Maryse, pourrais-tu revenir un peu sur la conjoncture de départ? Dans quel environnement on se trouvait lors du début des négociations? Ben, tu sais, dans le fond, Julien, on va se souvenir, là, on se ramène à l'hiver 2019. Là, on a l'impression que c'est bien, bien loin, là. Ouais. C'est pas si loin que ça, malgré tout. Alors, on est à l'hiver 2019, on est en conseil de négociation et on est en train de prendre nos orientations pour la prochaine négo. Et là, ce qu'on se dit, c'est que, dans le fond, on veut axer sur une seule demande, c'est améliorer notre chèque de paye. Puis, on se sentait très fort à ce moment-là, à l'hiver 2019, de demander ça. D'une part, parce que ça faisait longtemps qu'on avait des négociations, puis des résultats de négociations qui étaient quand même assez décevants. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à l'époque, les planètes étaient alignées pour demander une amélioration de notre chèque de paye. Pourquoi? Ben parce qu'on était en témoin d'une rareté de la main-d'œuvre. Hein? Alors, le gouvernement peinait à embaucher, les gens viennent pas dans la fonction publique. Il y avait une perte d'expertise aussi. Alors, dans des grands pans, entre autres en informatique, etc., le gouvernement était plus compétitif. Et l'autre chose, ben, il y avait des surplus budgétaires. Alors, souviens-toi, le gouvernement, écoute, c'était à coup de milliards qui disait « j'ai des surplus, j'ai des surplus ». Fait que là aussi, on se disait, bon, ben écoute, alors il y a une rentrée de main-d'œuvre, puis il y a des surplus budgétaires, fait que c'est le temps ou jamais. Allons chercher ce qui nous revient. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, ben, on va aller améliorer notre chèque de paye. Donc, on est à l'hiver 2019. C'est ce qu'on fait. Donc, mais il restait, alors on était bien confiants. Le seul grand inconnu, c'était le nouveau gouvernement. Alors, je te rappellerai que c'était la CAQ qui est au pouvoir comme aujourd'hui, mais on n'a jamais négocié avec la CAQ. Alors, ça donnait quoi, ça, comme parti l'autre côté de la table? Ça demeurait une grande inconnue. C'est sûr qu'on était craintif, je te dirais, parce que si on se souvient de la plateforme politique de ce gouvernement-là, ben lui, il était pour l'abolition de la formule RAND, la limitation du droit de dépenser des syndicats. Il parlait aussi d'une abolition de 20 000 postes de fonctionnaires. Souviens-toi aussi dans le conflit d'ABI. Hein, il s'était quand même prononcé publiquement sur ce conflit-là. Alors, c'est sûr que pour nous, ça demeurait quand même une grande inquiétude, mais ceci dit, on a quand même déposé le 15 novembre dernier notre cahier de revendications où on demandait pour les fonctionnaires une amélioration de 100 $ par paye et avec l'IPC pour les années subséquentes, puis pour les ouvriers, c'était 150 $ par paye. Donc, voilà. Alors, c'était la conjoncture quand on a commencé la négo. Donc, on arrivait dans cette négociation-là avec des grandes ambitions, mais je pense qu'on peut dire qu'on arrivait aussi avec un niveau de préparation assez élevé. Si on rappelle qu'on avait une campagne de publicité massive qui a été déployée récemment, une nouvelle stratégie de mobilisation très ambitieuse, une nouvelle stratégie de communication interne incluant les infos-négos tels qu'on le tourne aujourd'hui, une nouvelle approche de négociation aussi, donc beaucoup de nouveautés, un syndicat qui était déployé pour négocier quand même avec force. Absolument. Tu sais, excuse-moi, mais le 15 novembre, c'est ça, quand on a déposé notre cahier de revendication, on offrait aussi à l'employeur une nouvelle façon de négocier. Tu sais, on disait, mettons sur la table des problématiques qui sont communes et trouvons des solutions ensemble. Fait que oui, ça a pris un bout de temps, il a fallu que la partie patronale y passe, mais finalement, elle avait quand même acquiescé à cette nouvelle façon de faire-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait qu'on est le 15 novembre, on est prêt, on est vraiment, là, comme tu dis, on est bardé.
Et on arrive au mois de décembre. Alors là, on se souviendra aussi que le gouvernement avait déposé ses matières intersectorielles. Donc ça, c'était pour l'ensemble des syndicats. Alors, quand on parle des matières intersectorielles, on parle évidemment des droits parentaux, on parle de la retraite, on parle du paramètre salarial et des disparités régionales. Donc, on est au mois de décembre, le 12 décembre, et le gouvernement nous dépose le paramètre salarial qui était à l'époque 7 % sur 5 ans. Si on se résume, là. Avec un montant forfaitaire, je pense, à l'époque. Hein? Puis, il y avait un montant forfaitaire de 1 000 $ aussi pour la première année aux gens qui sont au maximum de leur échelle salariale. Alors, ensuite de ça, donc, on arrive au mois de janvier. Alors, au mois de janvier, le Conseil du Trésor nous dépose sur notre table sectorielle, dans le fond, aussi leur demande à eux. Puis, il y avait là-dessus, par exemple, on va quand même se le dire, quelques récupérations. Mais dans l'ensemble, bref, on était parti, puis on s'en allait vogue la galère pour arriver à une entente de principe. Mercredi 11 mars, ce soir 24h60, la COVID-19, la planète passe en mode pandémie. Plus rien ne tient au Québec. Hein? Alors, tu sais, dans le fond, le gouvernement déclare l'état d'urgence sanitaire, suspend les négociations. Bref, la conjoncture a changé du tout au tout dans à peu près 3 semaines. T'sais. Ça a eu des conséquences, évidemment, sur tous les citoyens et citoyennes du Québec, sur l'économie, on pourra y revenir un peu plus tard, mais aussi, puis ça, je pense que les membres doivent être conscients de ça, sur les activités syndicales. Évidemment, la façon classique de nous organiser en tant que syndicat, c'est plutôt par des assemblées en personne, qui sont dorénavant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, interdites. Nos membres sont parfois plus difficiles à rejoindre parce qu'une partie d'entre eux sont en télétravail. Dans certains cas, ils ont changé de milieu de travail aussi. Donc, ça a été quand même un gros changement sur notre capacité aussi à nous mobiliser. Je pense qu'on peut dire ça. Puis ces contraintes-là perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être levés là, dans les prochaines semaines. Absolument. Puis, tu sais, je te dirais aussi au 13 mars, tu sais, tu fais beaucoup de capsules aussi avec Christian sur la COVID, etc. Tu sais, les gens étaient inquiets. On voulait sortir de nos milieux de travail parce que, on voulait aller faire du télétravail. Le gouvernement a tout mis en place aussi pour que ça marche. Fait que oui, effectivement. Alors, tu sais, quand tu dis notre capacité de rejoindre les gens, tu sais, c'est l'info-négo. On donne l'information comme on peut via notre site, mais c'est pas comme quand je suis capable d'aller voir le monde. Tu sais, hier, on était en conseil de négo, puis avant-hier aussi, les présidences de section nous l'ont dit, tu sais. Mes membres, quand je veux leur parler, là, c'est pas évident, tu sais, on se voit plus. Alors, tu sais, oui, je peux bien faire du courriel, mais ça veut pas dire que je suis capable de rejoindre tout le monde aussi. Fait que la réalité, elle est effectivement vraiment ailleurs par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc, c'est pour ça que je te dis, alors, si le gouvernement, décrète la suspension, puis etc., mais le 15 mars, on entend que le gouvernement fait une demande, particulièrement au syndicat de la santé, de faire un blitz de négociation. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il invite les syndicats à la table, parle d'un paramètre salarial de 6,4 % sur 3 ans. Puis il dit, venez-vous-en, le paramètre salarial, on négociera pas ça, mais on va essayer, par exemple, d'arriver à une entente de principe. Puis je vous dis, là, on fait un blitz de négo. C'est sûr que nous, puis tu viens d'en parler, hein, la conjoncture, elle avait aussi changé pour le SFPQ. Fait que quand on a vu ça, on s'est dit, on a appelé le Conseil du Trésor, puis on a dit, nous, ce blitz de négociation-là, est-ce qu'il peut être aussi pour le SFPQ? Parce que, tu sais, 6,4 % sur 3 ans, je te dis pas que c'est le Pérou, mais quand même. Puis, tu sais, c'est tellement incertain maintenant. Tu sais, la conjoncture économique, ça va être quoi? Tu sais, là, je te parlais tantôt de la rareté de main-d'œuvre. Je te rappellerai que ça fait pas tellement longtemps, on parlait de 17 % de chômeurs au Québec. Fait que, tu sais, là, alors, tous mes repères de négo, à quelque part, ils s'effritaient, là. Fait que, alors, on a dit, est-ce qu'on n'essaie pas d'aller tirer le maximum de ce blitz-là pour une négociation pour nous aussi? Donc, c'est ce qu'on a fait. Le gouvernement a dit oui. Alors, venez-vous-en à SFPQ, puis on va faire un blitz de négo. Fait qu'on est arrivé en blitz de négo. On avait même déjà parlé dans les infos négo. Et on avait 2 priorités majeures. C'était sécuriser le salaire, puis sécuriser les emplois, puis évidemment, de l'équité entre les groupes. C'est ce qu'on a demandé au gouvernement. On n'a pas réussi. Rappeler, Marie, si tu permets une seconde, oui, que le blitz, ça a été accepté pour ouvriers et pour fonctionnaires, oui, mais pas dans un premier temps pour nos autres accréditations. Hein. Absolument pas. Dans le fond, c'était pas ouvert aux parapublics. Ce que le Conseil du Trésor m'avait dit, c'est que s'il y avait des unités parapubliques qui levaient la main pour faire partie d'un blitz de négociation, il allait l'évaluer à la pièce, mais après ma barre, ce n'était pas pour les parapublics. Tu as tout à fait raison. C'était vraiment pour les fonctionnaires puis les ouvriers.
Donc, mais le blitz, alors on avait à peu près 5 jours là, pour convenir d'une entente. Là, fait qu'on était comme au 25-26 mars, puis le gouvernement nous dit c'est le 31, puis après ça, ben, il faut avoir convenu d'une entente. Fait qu'on s'était assis là, on était vraiment sérieux dans notre démarche. Et on n'est pas arrivé. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture. En tout cas, moi, je ne sentais pas d'ouverture de la part du gouvernement. Ce qu'ils nous demandaient, c'était 1 ou 2 priorités. Fait que, évidemment, j'en avais un peu plus que ça quand même, là, au nombre de membres qu'on représente, puis au nombre de corps d'emploi différents qu'on représente. Tu comprendras qu'une ou 2 priorités, là, j'avais quand même, on avait fait un élagage sérieux de notre cahier de revendications quand même. Là, on est arrivé là très sérieux. Puis là, autre chose, ben, la première surprise qu'on a eue, c'est que le 6,4 sur 3 ans n'a jamais fait l'objet de discussion. Alors aujourd'hui, ben, en fait, aujourd'hui, je suis tentée de te dire, c'est comme si le gouvernement nous avait mis ça sur la table pour nous attirer. Tu sais, alors, il y a eu un 6,4 sur 3 ans, là, c'était comme, ça nous a fait miroiter ça. On est allé s'asseoir, mais jamais que le gouvernement a mis ça de l'avant. Le gouvernement a toujours mis son paramètre salarial, et encore aujourd'hui, c'est le même, c'est 5 sur 3 ans. Et ça, là, il n'a jamais bougé de ça. Fait que, alors, il nous disait, c'est 5 sur 3 ans, puis j'ai une marge de manœuvre qui est très mince. Fait que, alors, bon, fait que le 31 mars est arrivé, on n'a pas convenu d'une entente, personne ne s'est changé en citrouille. Alors, et du 31 mars, après ça, ben là, c'était plus un blitz de négo, c'était une négociation accélérée. Alors là, il disait, ben quand même, on pense qu'il y a une fenêtre là, puis continuons nos discussions, puis continuons d'avancer. Alors, donc, on a continué à être à la table de négociation, on a continué à porter nos demandes. Et là, puis à un moment donné, je me suis choquée parce que ça avançait pas. Tu sais, il revenait toujours avec 1 ou 2 priorités. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je faisais une proposition, j'avais jamais de contre-proposition. C'était toujours non. J'avais même dit dans un info négo, j'avais l'impression que le gouvernement savait déjà ce qu'il voulait nous donner, puis il fallait que je le devine. Alors, jusqu'à temps que j'allais arriver, c'est la bonne affaire. Là, d'un coup, il allait me dire oui. Fait que, à un moment donné, je me suis choquée. Puis j'ai dit, là, c'est assez de niaisage. Faites-nous une offre que j'ai présentée à mes instances, donc le Bureau de coordination nationale, les conseils de négo, puis ultimement les membres, si le conseil de négo me donne le mandat. Mais là, ça suffit. Alors, donc, voilà. On a eu une offre. Oui, le 1er mai, écoute, fête des travailleurs, hein, donc date mémorable, où là, à ce moment-là, de fait, on a eu une offre de la part de l'employeur. Donc, on va bientôt passer à la présentation de cette offre-là, mais juste avant, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de la situation économique au Québec, étant donné que ça a une importance majeure sur les négociations. Puis c'est évidemment là, un élément qu'on doit prendre en considération en ce qui concerne notre analyse de la conjoncture pour voir, pour prendre nos décisions, dans le fond, en tant que syndicat, là, sur nos revendications, puis également ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Donc, j'inviterais, si tu es d'accord, Pierre-Alexandre Caron, qui est notre économiste au SFPQ, à peut-être venir nous présenter son analyse de la mouvance de la situation économique dans les derniers mois. Alors, bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Julien. On peut dire que l'économie d'avant et d'après la crise, c'est 2 mondes qu'on peut presque qualifier de distincts. Pourrais-tu nous faire un résumé de l'évolution de la situation économique pré- et post-COVID? Oui, avec plaisir. Écoutez, je nous ai monté un tableau où est-ce qu'on peut constater là, à l'aide de différents indicateurs qui nous renseignent sur la santé économique, l'évolution effectivement depuis quelques années là, de la situation des finances publiques au Québec. Parce que évidemment, il faut comprendre que l'état des finances publiques va influencer la volonté du gouvernement et de l'employeur finalement à améliorer les conditions de travail là, de ses employés. Donc, ce qu'on constate là, dans le tableau ici, mais premièrement, ce que je vous présente, c'est 3 années distinctes. Et pour l'année en cours, dans le fond, qui est une de ces 3 années-là, ben, on a les prévisions budgétaires en date du 10 mars 2020, donc quelques jours avant le confinement. Et ensuite de ça, ben, je vous fournis les données les plus à jour là, en date pratiquement d'aujourd'hui. Et pour les 2 premières années, ben, à ce moment-là, c'est aux fins de comparaison. Donc, l'année 2004
2014-2015, qui était le début de la dernière négociation. On était aussi dans un contexte économique d'austérité budgétaire. Et ensuite de ça, je vous offre là, le premier budget Legault, la première année complète du gouvernement, où est-ce que le contexte économique, lui, était plutôt favorable. Donc, ce qu'on peut constater, là, c'est que vraiment, en 2020-2021, tout juste avant le début de la pandémie, on était là, dans une situation qui était très favorable. C'est-à-dire qu'on avait une réserve de stabilisation qui était très, très bien fournie. On avait atteint un niveau de dette brute en pourcentage du PIB qui nous rapprochait de l'objectif qui était mis de l'avant là, par la loi sur le Fonds des générations. Bref, on avait tout en main là, pour mener une négociation où est-ce que, selon nous, l'employeur là, devait améliorer nos conditions de travail parce qu'il y avait de l'argent disponible. Toutefois, depuis le début de la pandémie, par contre, comme vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été engrangées par les deux paliers de gouvernement, mais si on s'intéresse particulièrement au niveau du gouvernement du Québec, qui est notre employeur, le gouvernement a quand même annoncé des dépenses de l'ordre de 20 milliards déjà. Et ce que le ministre des Finances, Éric Girard, annonçait encore devant la Chambre de commerce du Grand Montréal vendredi dernier, c'est qu'on s'attend pour l'année 2020-2021 à une croissance du déficit négative, c'est-à-dire entre moins 5 et moins 6 % et un solde budgétaire annuel qui sera aussi négatif de l'ordre de moins 13 à moins 15 milliards de dollars. Et j'attirais votre attention sur le fait que en 2014-2015, un solde budgétaire de 0,01 milliard, qui était quand même finalement annoncé être déficitaire. Là. Le gouvernement a fait des prévisions où on allait perdre de l'argent cette année-là, mais le résultat était positif. Reste que ces années-là, on était quand même dans une situation budgétaire moins défavorable qu'aujourd'hui et qui a mené à un contexte d'austérité budgétaire. Par contre, on ne peut pas comparer les deux situations et devant des situations semblables, deux gouvernements peuvent réagir de manière totalement différente. Donc, c'est difficile de présumer de comment est-ce que la CAQ finalement va réagir là, face à l'état des finances publiques. Ce qui m'amène à parler finalement de la grande incertitude qui règne en ce moment sur l'état des finances publiques. On n'est pas capable, nous, du côté des économistes, de réellement prévoir là, l'état des finances publiques dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des souhaits qui sont émis. Le ministre des Finances parle d'un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 3 à 5 ans, qu'il faut retrouver un chemin là, vers l'équilibre budgétaire le plus rapidement possible. Mais toutes ces questions-là, finalement, reste très, très lié à l'état des indicateurs de santé publique, à la pandémie. En ce moment, on assiste à une espèce de recrudescence des marchés de la bourse. Il y a une espèce de regain aussi du PIB après avoir chuté très, très, très fortement là, en mars et en avril. Il y a un regain, mais s'il y a une deuxième vague qui arrive, toutes ces tendances-là vont revenir à la négative. Donc, les tendances à court terme sont difficiles, sont pas très, très utiles dans la situation actuelle. Donc, ce qu'on a, nous, comme économistes, pour essayer de comprendre la situation, mais c'est beaucoup plus, justement, d'écouter les spécialistes de la santé publique, puis d'essayer de voir là, à quel point est-ce qu'il faudra peut-être confiner ou pas. Donc, c'est là-dedans qu'on se situe. Et j'irais peut-être aussi d'une analogie là, pour vous expliquer pourquoi est-ce que même si on reprend très, très rapidement après la chute drastique là, de l'économie, si on reprend une croissance rapide, mais imaginons-nous là, qu'on est à vélo. L'économie, c'est comme aller à vélo. Hein. Quand l'économie arrête, le vélo perd l'équilibre et il tombe. Là, dans ce cas-ci, on n'est pas juste tombé du vélo. Je veux dire, je t'ai rendu, si je m'en allais par exemple en Gaspésie, je t'ai peut-être rendu à Rivière-du-Loup. Là, je suis pas juste débarqué à Rivière-du-Loup, on m'a ramené à Québec à l'hôpital pour me réparer. Tu sais, fait qu'il faut absolument après ça que je refasse toute la distance que j'ai perdue finalement. Donc, c'est pas parce que j'ai repris une vitesse de croisière intéressante que j'ai rattrapé tout le retard que j'ai perdu. Peut-être que au bout de 3 ans, le ministre Girard veut que d'ici 3 ans, on soit revenu à l'état actuel des choses au début de l'année 2020. Mais normalement, en 2020, si j'étais, par exemple, à Rivière-du-Loup, en 2023, j'aurais normalement été rendu, je sais pas, à Matane. Donc, il y a tout un retard là, qu'il faut qu'on rattrape et c'est pas parce que l'économie va avoir repris un rythme qu'on va avoir comblé tout ce retard-là. Donc, c'est de là, finalement, là, qu'il y a une incertitude sur comment est-ce que le gouvernement va réagir. Est-ce qu'il va hausser les impôts, même s'il a dit qu'il n'allait pas le faire? Est-ce qu'il va réduire des services? Est-ce que l'économie va croître vraiment de manière exceptionnelle sans imposer
quoi que ce soit là, au niveau de mesures peut-être qui toucheraient les services publics. Donc, voilà, ça serait mon analyse de la situation, Julien. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Maintenant qu'on comprend bien le déroulement de la négo depuis le début, qu'on comprend également la variation de la situation économique, je pense qu'on est prêt pour présenter l'offre patronale, Maryse. C'est bon. Roulement de tambour. Alors, écoute, donc, durée de la convention collective. Donc, le gouvernement veut avoir une convention collective de 3 ans. Évidemment, on comprendra, puis Péole le dit un peu, hein, le gouvernement souhaite que dans 3 ans, on ait retrouvé notre vigueur économique. Donc, il arrive avec une convention collective du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. Pour les augmentations salariales dans cette convention-là, alors je le disais, 5 % sur 3 ans, ça se traduit comment? Donc, pour la première année du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, 1,75 %. Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, un autre 1,75 %. Et pour la dernière année, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, une augmentation de 1,5 %. Donc, c'est ce qui fait que c'est 5 % sur 3 ans. Dans la première année aussi, le gouvernement a sorti son offre d'un montant forfaitaire. Donc, dans le fond, ce qu'il dit, c'est en plus du 1,75 $, je vais donner 1 000 $ à tout le monde qui sont en emploi au 31 mars 2020, qui auront 1 an d'ancienneté au 31 mars 2020 et qui seront au maximum de leur échelle. Alors, si par exemple, je suis au top de mon échelle, là, je suis au dernier échelon, au 31 mars 2020, donc il faut que je sois déjà au top de mon échelle, à ce moment-là, j'aurai le 1 000 $. Les ouvriers, c'est la même chose, mais les ouvriers, eux autres, on se rappellera, ils n'ont pas d'échelon. Hein. Alors, ils rentrent, puis il y a un échelon, dans le fond, là, c'est déjà leur salaire. Alors, à ce moment-là, pour les ouvriers, même chose, c'est-à-dire que si tu es en emploi au 31 mars 2020, puis tu as 1 an d'ancienneté, le 1 000 $ à ce moment-là, tu y as droit. Donc, le gouvernement, ce qu'il nous dit, son estimation, c'est qu'il y aurait 46 % des fonctionnaires qui auraient droit à ce 1 000 $-là, et on parle de 78 % chez les ouvriers. Donc, 1 000 $ en montant forfaitaire, donc ça, on le sait, il nous fait un chèque, merci beaucoup, bonjour, puis il nous a dit qu'il avait l'intention de faire un seul versement, là, ça ne sera pas fractionné à chaque paye. Deuxième année, un nouveau montant forfaitaire qui s'ajoute. Cette fois-là, c'est 600 $. Et là, c'est pour tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin d'être au maximum de mon échelle. Tous les fonctionnaires et tous les ouvriers qui seront en emploi au 31 mars 2021, qui auront 1 an d'ancienneté, à ce moment-là, ils auront le droit au montant forfaitaire. Du 600 $, je trouve ça important, par exemple, de dire pour le 1 000 $ que les stagiaires sont exclus de ce montant-là, y compris aussi pour les étudiants. Et la deuxième année, par exemple, pour le 600 $, les stagiaires sont inclus, mais les étudiants sont toujours exclus de ces montants forfaitaires-là. Dans notre convention collective, on retrouve des primes. Alors, sachez que les primes seront indexées des mêmes paramètres que le salarial. Donc, si j'ai 1,75 $, bien, la prime que j'ai sera augmentée du même montant, c'est-à-dire 1,75 %. On trouve ça dans chacune de nos conventions collectives à chaque négociation. Pour le régime de retraite, alors là, à ce moment-là, le gouvernement souhaite mettre en place un comité paritaire, donc évidemment de la partie patronale, mais aussi de l'ensemble des syndicats. Ce qu'ils souhaitent, c'est revoir, dans le fond, la coexistence. Il y a 2 régimes de retraite dans la fonction publique. Alors, il y a celui-là des cadres, puis il y a le REGOP. Ce qu'ils aimeraient, c'est fusionner les deux. Ils aimeraient aussi revoir la façon dont on calcule l'indemnité de retraite. Alors, on sait qu'aujourd'hui, quand je pars à ma retraite, je peux partir avec mes 5 meilleures années. Hein? Alors, c'est comme ça que sera déterminée ma rente de retraite. Ce que le gouvernement souhaiterait, c'est plutôt d'arriver avec les 5 meilleures années, de calculer notre indemnité sur du salaire de carrière, donc faire une moyenne de ce que j'ai dans ma carrière, et de faire aussi la révision de certaines dispositions du régime de retraite, donc dans le fond, l'appariement entre la Régie des rentes du Québec puis le REGOP. Alors, évidemment, pour nous, il n'en était pas question. Nous autres, on dit, écoutez, le REGOP est en santé, lâchez-les tranquille, là, ça va bien. Mais si jamais vous allez de l'avant puis vous perdurez dans votre idée de mettre en place un comité de retraite, bien, il faut absolument que le SFPQ soit là. Ça ne peut pas juste se jouer dans les grandes centrales parce que le salaire de carrière, ça va venir nous impacter. Tu sais, Julien, je le disais en conseil de négociation, si j'essaie de l'imager,
Si je suis un prof, il y a des grosses chances que je commence ma carrière comme prof puis que je la finisse comme prof. Oui, il y en a qui s'en vont dans les directions d'école, puis l'équipe, mais de façon générale, je commence prof puis je finis prof. Chez nous, alors quand on parle du salaire de carrière, bien, ça se comprend. Mais chez nous, c'est un petit peu différent. Alors, souvent, des membres, on a commencé, on est rentré, on était occasionnel, on était peut-être même saisonnier. Un jour, on est devenu permanent. Après ça, j'étais peut-être agent de bureau. Je suis devenue technicienne. Après ça, de technicienne, je suis peut-être devenue aussi technicienne principale. Alors, nous, notre carrière, elle est beaucoup en escalier. Fait que quand j'arrive avec un salaire de carrière, bien, tu comprendras que, en tout cas, ce qu'on prétend, nous, c'est que l'impact va être négatif sur notre indemnité de retraite versus nos 5 meilleures années. Ou si j'ai été technicienne principale, par exemple, pendant 10 ans, bien, ça sera ce salaire-là qui servira au calcul de mon indemnité de retraite. Donc, et là-dessus, le gouvernement nous a assuré que nous avions notre place à ce comité-là, pas de problème. Pour les droits parentaux, même chose, le gouvernement souhaite mettre en place un comité interrond. Ce qui veut s'assurer, c'est que, particulièrement quand je suis en congé de maternité, quand je reçois mes indemnités de congé de maternité, je ne reçois pas plus que si j'étais, dans le fond, au travail à temps plein. Alors, semble-t-il que j'aurais plus d'argent si j'étais en congé de maternité que si je travaillais. Ce problème-là, on pensait l'avoir réglé à la dernière négociation parce qu'on a revu notre méthode de calculer les indemnités de congé de maternité. Bon, manifestement, semble-t-il que, en tout cas, ça n'a pas tout résorbé, fait qu'ils souhaitent mettre encore de l'avant un comité. Même chose, alors, et à ce moment-là, le gouvernement nous assure que le SFPQ aura sa place dans ce comité-là. Maintenant, il nous propose aussi un comité de maintien de prestations de services de qualité. Alors ça fait longtemps qu'on dit au gouvernement, vous devriez faire de la relativité externe. La dernière fois, on a fait de la relativité interne. Alors, on a fait toute une belle structure salariale cohérente, mais ça fait longtemps qu'on dit au fédéral, ça gagne plus cher, au municipal, ça gagne plus cher. C'est pas pour rien que vous n'êtes pas capable d'attirer le monde. Le monde ne va pas venir travailler au gouvernement. Ça n'a pas de bon sens qu'un ouvrier gagne 44 de moins s'il travaille au provincial que s'il était au municipal, par exemple. Évidemment, là-dessus, le gouvernement ne veut rien savoir, ne veut pas qu'on aille se comparer, c'est sûr. Mais il dit, écoutez, ce que je vous offre, c'est de faire un comité, je vais appeler ça le maintien des prestations de services de qualité. Et là, les objectifs seront d'identifier des emplois pouvant avoir des problématiques d'attraction-rétention qui compromettent la prestation de services aux citoyens, de mesurer les problématiques en tenant compte de l'évolution du contexte de l'emploi faisant suite à la crise COVID, parce que là-dessus, je te dirais que le gouvernement, lui, pense que tous ces problèmes d'attraction-rétention, là, après la pandémie, ça va être réglé parce qu'il va y avoir beaucoup de chômeurs. Et là, on formulera des recommandations. Donc, de part et d'autre, autant la partie patronale que la partie syndicale peut mettre sur la table des problématiques d'attraction-rétention dans des corps d'emploi. Mais ce qu'il vient nous dire, par exemple, c'est que les solutions qu'on va préconiser devront être sans incidence monétaire. Donc, il va falloir être imaginatif, essayer de trouver des correctifs à ces problèmes-là, mais on ne pourra pas parler d'argent. Ensuite de ça, chez les fonctionnaires, alors la prime de fin de semaine, on sait que pour avoir droit à une prime de fin de semaine, présentement dans la convention collective, je dois me qualifier. Ce que ça veut dire, c'est que pour avoir droit à la prime de fin de semaine, je dois avoir travaillé 2 fins de semaine de suite. Alors, si je travaille une seule fin de semaine, ben j'ai pas le droit à la prime. Alors là, on a dit au gouvernement, ça n'a comme pas de bon sens. Fait que maintenant, ce qu'il nous a dit, parfait, ça sera du temps fait, temps payé. Donc, à ta première fin de semaine, tu auras le droit à ta prime de fin de semaine, mais celle-ci, par exemple, sera de 4 %. Ensuite de ça, pour la prime des ouvriers spécialisés, alors ça aussi, on sait que dans la dernière négociation, on a donné une prime pour les ouvriers spécialisés parce qu'on avait des gros problèmes de rétention chez les ouvriers spécialisés. Il y a eu un comité qui a été mis en place paritaire aussi pour faire des recommandations. Il y en a eu, le comité ne s'est pas toujours entendu, par exemple, ça n'a pas été un rapport conjoint. Et là, ce que le gouvernement nous a, c'est de créer un nouveau comité interrond au plus tard 30 jours après la signature de la convention collective. Et là, à ce moment-là, en vue de poursuivre les travaux entourant le rapport du précédent comité intersyndical. Il les aurait dit, on avait un ancien comité, il a fait des recommandations, puis là, on pense qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Et là, puis le comité, ça restera à définir. Là-dessus, des ouvriers spécialisés, le SFPQ en a, mais la CSQ en a, la CSN en a, la FTQ en a. Fait que le dernier comité paritaire, on était tous ensemble, toutes les organisations syndicales. Cette fois-ci, on a dit, nous autres, il faut être là. Le SFPQ, on a des ouvriers spécialisés. Le gouvernement nous a dit, oui, vous allez être là,
mais il n'est pas capable de nous dire s'il y aura un seul comité ou bien s'il va en avoir deux. Est-ce qu'il y en aura un pour les grandes centrales, puis est-ce qu'il y en aura un pour le SFPQ? Ça, c'était pas clair. Évidemment, pour nous, ça cause quand même une problématique parce qu'un ouvrier spécialisé, c'est un ouvrier spécialisé. On ne voit pas pourquoi le traitement devrait être différent si je travaille, par exemple, dans une école versus si je travaille dans un ministère. Puis, tu sais, la vélocité aussi d'un seul comité où tout le monde parle d'une même voix du côté syndical, mais on pense que c'est plus porteur. Alors, voilà. Puis, il faut aussi dire que la prime des ouvriers spécialisés, elle est maintenue jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, on doit faire des travaux. Maintenant, en négociation continue. Alors, en négociation continue, on a envoyé 2 sujets. Parce que quand on a commencé notre négo, on s'était assuré qu'on avait, j'appelle ça une sous-table, si tu veux, pour le service aérien gouvernemental, où c'est dans une annexe de notre convention collective. Et cette annexe-là est à revoir au grand complet. D'ailleurs, l'employeur est d'accord avec nous, le ministère des Transports. Mais c'était pas vrai qu'en blitz ou en négociation accélérée, on était capable de revoir l'ensemble. Alors, on s'est dit, parfait, on va se donner les moyens et le temps de faire bien les choses. Donc, on va envoyer ça en négociation continue. Et on envoie aussi en négociation continue la révision du chapitre 3. Ça, c'est les règlements de grief. Alors, on voulait trouver une façon de faire qu'on est plus efficient, peut-être aussi d'essayer de réduire les délais. Ça aussi, on n'était pas capable d'y arriver dans un cadre de négociation accélérée. Je pense que, tu sais, il faut quand même réfléchir, etc. Fait qu'on envoie ça en négociation continue. Et ce que je dois dire aussi pour terminer l'offre gouvernementale, bien, vous vous souviendrez sans doute qu'à la dernière négociation, particulièrement pour les gens qui sont assurés dans le M30 000, la part de l'employeur avait un petit peu augmenté dans la convention collective, mais on est allé aussi se chercher un montant de 4,03 millions par année qui était récurrent. Et ce 4,03 millions-là, le Conseil syndical, à chaque année, avait décidé de se l'appliquer pour baisser nos primes. Alors, pour que ça nous coûte moins cher en assurance. Et là, dans l'offre gouvernementale, le gouvernement nous dit que ce 4,03 millions-là ne fait pas partie de l'offre. Donc, c'était une lettre d'entente administrative qu'on avait. Ça devait être reconduit. Le gouvernement ne nous dit pas que ça ne devait pas être reconduit. Ce qu'il nous dit, c'est « je vous fais une offre et comprenez que le 4,03 millions ne fait pas partie de l'offre. » Donc, alors voilà, je pense que c'est quand même important de le souligner. Donc, on était au 1er mai, Julien, et c'est ça qu'on a eu comme offre. Alors, il nous avait demandé aussi à l'époque de quand même garder ça sous silence, là, cette offre-là. Pas parce qu'on voulait le cacher aux membres, mais c'est parce qu'il disait on est encore en train de négocier avec les autres syndicats. Hein, fait que ça serait plate que vous autres, vous sortiez votre offre, puis on avait une offre écrite versus les autres syndicats. Fait qu'on a maintenu ça, mais la semaine passée, là, tout à coup, le gouvernement a décidé qu'il allait négocier sa place publique. Alors, sur le site du Conseil du Trésor, si vous allez voir, vous allez aller voir, dans le fond, les offres que le gouvernement fait aux autres centrales. Fait que vous allez retrouver l'offre de la CSQ, vous allez trouver l'offre de la CSM, vous allez trouver l'offre APTS. Fait que, bref, vous allez toutes les trouver. Alors là aussi, on a fait quand même une analyse de ces offres-là. C'est un dépôt, hein, puis le gouvernement, ce qu'il dit, c'est « voici ma discussion de base ». Alors, il ne dit pas qu'il ferme ça, il dit « ça, c'est ma discussion de base. Je souhaite convenir d'une entente de principe avec les syndicats, mais voici ce que je mets sur la table ». Et quand on analyse ce qu'il met sur la table, et on s'est rendu compte que ces offres-là sont un peu plus généreuses que ce que nous, on a eu au SFPQ. Alors, donc, on a fait notre analyse. J'ai quand même écrit au Conseil du Trésor. Puis je leur ai dit, quand on fait cette analyse-là, il me semble qu'il y en a plus ailleurs. Puis pour moi, l'équité, c'est quand même assez important. Et là-dessus, je me suis fait dire par ma vis-à-vis, écoute, c'est quand même assez comparable. Puis notre offre demeure intéressante. Fait que, alors voilà, donc c'était le message que j'ai eu de ma vis-à-vis. Donc, c'est ce qui fait qu'on a présenté tout ça au Conseil de négociation ouvrier lundi et fonctionnaire hier. C'est ça, parce qu'il faut rappeler aux membres qu'il ne s'agit pas d'une entente de principe, mais bien d'une offre patronale. Donc, c'est l'employeur qui dit « voici ce que je vous offre ». Exact. Et nous, on a fait le choix d'aller présenter ça au conseil de négociation, qui sont les représentants des membres ouvriers d'une part, fonctionnaires de l'autre. Mm-hmm. Alors, peux-tu nous dire quelle était la réception des deux conseils de négociation là, pour ces offres-là? Alors, dans le fond, Julien, merci de me le rappeler. C'est ça, c'est vraiment pas une entente de principe. On n'a pas quitté la table en disant merci beaucoup, puis on est content. C'était vraiment pas ça. Hein, je vous l'ai dit, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Fait qu'on a dit, ce que vous avez donné, nous-les. Fait que, donc, oui, c'est une offre. Et écoute, les conseils de négociation, les deux, les ouvriers et les fonctionnaires, pour eux, c'était décevant. Il n'y en avait pas assez.
Les montants forfaitaires, vraiment, on est encore amer de la dernière négociation. On a eu des montants forfaitaires, puis on avait dit plus jamais arrêter. Ça compte sur rien, ça. C'est pas dans le paramètre salarial. Ça compte pas pour ma retraite, fait que non. Ensuite de ça, je te dirais que quand l'offre est arrivée, puis on a dit le 4,03 millions, on l'enlève. Ça aussi, ça a été, les gens ont trouvé ça très dur. Puis l'autre chose, on se souviendra, puis tu sais, je te l'ai dit au début, quand on est arrivé en blitz de négo, on a fait l'élagage de notre cahier de revendications. On n'est vraiment plus à la même place, c'est vrai. Mais en même temps, ce qu'on entend, c'est que y a-t-il moyen qu'on arrête de s'appauvrir? Y a-t-il moyen que les fonctionnaires puis les ouvriers, là, que mon salaire, je ne te demande pas qu'il augmente de façon faramineuse, mais il peut-tu au moins augmenter aussi vite que la pinte de lait puis que j'arrête de m'appauvrir quand je vais faire mon épicerie? Alors, c'est un peu ça, dans le fond, le message que les conseils de négociation nous ont dit. Et là-dessus, ce qu'ils m'ont dit, c'est Maryse, retourne en table. Alors, va dire au gouvernement que c'est non. Tu t'en viens pas aux membres avec ça. Retourne à la table de négociation. Essaye de refaire un tour de roue. Va retirer le maximum. Mais pour nous, là, ça n'a comme pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, ce qu'on entend aujourd'hui, là, c'est qu'il n'y en a que pour la santé, tu sais. Mais je te rappellerai qu'il y en a de nos membres aussi qui travaillent actuellement. On n'est pas tous à la maison. Et on a des gens aussi qui rentrent à tous les matins, qui sont en service. Là, je ne sais plus comment on appelle ça, là, des services prioritaires. Là. On quitte notre maison le matin, puis on a la peur au ventre aussi d'être un jour peut-être infecté, mais on n'entend jamais parler. Fait que là, je pense que les membres nous disent, là, c'est assez, les conseils de négociation, on dit, on aimerait ça que le gouvernement se souvienne qu'il y a aussi des fonctionnaires, puis qu'il y a aussi des ouvriers dans l'appareil gouvernemental. Fait que voilà, c'est le message. Merci beaucoup, Maryse. On va te souhaiter un bon retour à la table de négociation. C'est comme ça négocier. Donc, oui, ça c'est vrai. J'aime ça négocier, c'est vrai. Ça, il n'y a pas d'erreur. Mais par exemple, quand j'ai quelqu'un en avant de moi qui a des mandats, puis quand j'ai quelqu'un en avant de moi qui a envie aussi de reconnaître qu'on est en négociation, puis que c'est pas juste de dire non à tout ce qu'on demande. Alors ça, c'est bien différent aussi. Voilà. Donc, on se reparle bientôt. Merci. Bye. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez lire l'offre de l'employeur, elle sera disponible sur le site web qui est affiché à l'écran. On peut également vous annoncer qu'en début de semaine prochaine, un info-négo plus normal va être consacré principalement à l'Agence du revenu du Québec, au déroulement des négociations à l'agence. Et finalement, si vous avez des collègues qui ne reçoivent pas les info-négos, mais qui aimeraient les recevoir, vous pouvez leur dire d'envoyer leur adresse courriel personnelle à l'adresse communication@sfpq.qc.ca. Merci beaucoup. À bientôt.